Eh bien, bonsoir à tous. Euh, très heureux de partager ce moment avec vous pour cette Dental Week. Donc, malheureusement, comme vous le savez, l'ADF n'a pas lieu cette année. Donc, voilà, c'est une façon de se rencontrer, une façon, on va dire, un petit peu bizarre, mais bon, on s'y est fait depuis un moment. Merci pour le fil dentaire qui nous a permis donc d'être autour de nos écrans et de pouvoir partager ensemble un moment concernant les défis du secteur esthétique en implantologie. Voilà, je voudrais aussi associer à cette présentation Marwa Fessi et Zainab Hamdi, qui m'ont épaulé pour la préparation de cette présentation. C'est un vaste sujet, comme vous le savez, un sujet, on va dire, délicat, tout ce qui est voilà, du domaine de l'esthétique. On a face à nous un patient qui est exigeant et on va essayer donc d'apporter le mieux de ce que nous savons faire pour répondre à ses attentes et pour aussi voilà, être en adéquation avec nos objectifs. Alors, au cours de cette présentation, je vais voilà, essayer peut-être de vous donner envie, vous donner certains outils et peut-être vous permettre dès demain d'appliquer éventuellement certaines approches et peut-être pousser la réflexion pour faire des choix, on va dire, adéquats par rapport à une situation donnée. Alors, notre présentation va s'articuler autour de 3 chapitres ou 3 parties. La première, on va voir ensemble rapidement l'évolution des approches d'augmentation osseuse. Ensuite, on va parler un petit peu de la résorption osseuse et muqueuse dans cette zone antérieure et de la classification qui en résulte. Et enfin, on va parler des différentes options thérapeutiques du secteur esthétique. En ce qui concerne l'évolution des augmentations osseuses, elles ont effectivement pas mal bougé depuis le début des années 90. Et parallèlement à ces augmentations osseuses est apparue la régénération osseuse guidée ainsi que l'expansion osseuse, deux approches biologiques que j'apprécie particulièrement. La première évolution, c'est le passage, je dirais, du bloc osseux vers le coffrage, qui a été développé par Fouad Khoury, qui consiste à faire essentiellement un prélèvement radique, à affiner ces blocs pour pouvoir donc assurer cette augmentation osseuse. Effectivement, ces augmentations en bloc avec lesquelles nous avons commencé ont quand même montré des résultats satisfaisants, en particulier quand on les associait à un biomatériau peu résorbable, à une membrane. Et nous avons pu démontrer à travers cette étude que nous avons publiée moins de résorption quand on associe biomatériaux et membranes à ces blocs autogènes. C'est vrai que la technique de coffrage est aujourd'hui la technique privilégiée quand on veut faire appel aux augmentations osseuses. C'est un petit peu en fait une régénération osseuse guidée. On va créer une barrière naturelle, rigide, et on va profiter de ce potentiel ostéogénique sur lequel on va venir s'ancrer pour pouvoir régénérer ce volume osseux que nous avons perdu. Et c'est vrai que ces prélèvements ramiques nous ont évité les suites sensorielles. Nous avons d'ailleurs aussi mené une étude en ce qui concerne ces prélèvements sensoriels qui ne sont pas sans effet secondaire, même s'ils sont temporaires, mais ils peuvent être, je dirais, gênants, handicapants pendant un certain temps pour nos patients. L'expansion osseuse, comme je le disais en préambule, est une approche aussi que je privilégie parce que je considère qu'elle est conservatrice, mais aussi biologique. Conservatrice parce qu'on va préserver cette table, cette crête osseuse, on va déplacer la corticale vestibulaire en vestibulaire des implants, comme on le voit sur ces images, et on va aussi ouvrir l'espace médulaire, qui est un espace rempli de cellules pluripotentes et qui vont aussi participer activement à la régénération osseuse
dans cet espace qui va être créé et autour de nos implants quand on arrive à placer les implants en même temps. C'est vrai que cette technique est rarement utilisée dans le secteur antérieur à cause de l'angulation de la crête osseuse dans le secteur antérieur. Enfin, la ROG, ça va être essentiellement, je dirais, l'objet de notre présentation, puisque c'est la technique que je privilégie depuis quelques années maintenant pour les différents types d'augmentation, que ce soit dans le secteur antérieur ou bien aussi dans le secteur postérieur. Et on peut considérer que c'est l'approche qui est la plus documentée dans la littérature. Dans ce secteur antérieur, la résorption osseuse est un vrai problème. On va parler de considérations anatomiques pour commencer et on va prendre l'exemple de ce cas clinique sur lequel j'ai réalisé une extraction que j'avais considérée peu traumatique. Et quand on ne fait rien, comme c'est le cas ici, et c'est une chose aujourd'hui que je m'interdis de faire, on va toujours associer quelque chose quand on fait une extraction dans le secteur antérieur, même quand il y a une perte osseuse. Mais si on ne fait rien, on va se retrouver dans cette situation que vous voyez ici, c'est-à-dire un affaissement du tissu osseux et des tissus. Alors, on sait d'après cette étude qui a été menée sur 250 sujets, en réalisant des mesures de cette corticale vestibulaire, que plus de 50% des sites ont moins de 0,5 mm d'épaisseur. Alors, qu'est-ce que ceci veut dire? Si on parle de considération histologique, cette table vestibulaire, eh bien, elle est formée, en tout cas quand elle est fine, d'os fasciculaires. C'est ce qu'on appelle le bundle bone, qui fait entre 0,2 et 0,4 mm. Cet os fasciculaire va relier l'os alvéolaire, l'os squelettique ou basal, au ligament parodontal. Comme aussi ce ligament parodontal qui est relié à la dent à travers le sément. Et donc ces fibres de Charpey qui sont dans le desmodonte et un peu au-dessus du desmodonte relient d'une part donc l'os fasciculaire et d'autre part le sément. Donc la présence même de cet os fasciculaire dépend de la présence de la dent, comme on le voit ici sur cette coupe histologique. Donc ici, vous avez la dent à gauche et l'os fasciculaire à droite, le bundle bone, et ici, on a donc le ligament parodontal. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les changements dimensionnels après une extraction. Quel est le pourcentage d'os résorbé par rapport au volume initial? Alors, il y a eu plusieurs études à ce propos, des études assez anciennes, et sans rentrer trop dans les détails. Ce qu'on sait, c'est qu'à un an, on a près de 50% de résorption, et cette résorption va avoir lieu essentiellement du côté vestibulaire. Mais ce que l'on sait aussi, c'est que les 2/3 de la résorption vont arriver les 3 premiers mois, et dans un certain nombre de situations non négligeables, on va aussi avoir une résorption dans le sens de la hauteur. Alors, cette résorption post-extractionnelle, elle est liée, mis à part, je dirais, à ces facteurs anatomiques et histologiques que nous avons décrits, elle est liée aussi au traumatisme chirurgical. On a beau être peu traumatique, mais on l'est toujours, un petit peu ou plus. Il serait lié aussi à la disparition d'un stimulus fonctionnel, notamment au niveau des parois osseuses. On a la perte de l'os fasciculé et du ligament parodontal. Et peut-être aussi, on va perdre une certaine information génétique qui va entraîner une résorption plus ou moins importante en fonction des individus. Alors la vraie question qu'on leur se pose, est-ce qu'un comblement osseux après une extraction va réduire la résorption osseuse? Alors très rapidement, cette première étude de l'équipe d'Araujo associée à l'équipe suédoise a montré, comme sur le chien ici, une coupe par exemple avec une extraction, c'est le groupe contrôle où il n'y a pas eu de comblement. On voit ici au sommet de la crête une résorption essentiellement du côté vestibulaire, comparativement au groupe test sur lequel il y a eu un comblement osseux et où nous avons eu une meilleure préservation et donc très peu de résorption par rapport au groupe contrôle.
Une autre étude, toujours par la même équipe, mais cette fois-ci chez l'homme, où ils ont donc randomisé 28 patients, un groupe avec comblement associé à un bouchon épithélo-conjonctif, comparativement à un groupe contrôle sur lequel il n'y a pas eu de comblement ni de greffe épithélo-conjonctive. Et ils ont comparé les scanners avant et à 4 mois. Et dans le groupe test, il y a eu une meilleure préservation du volume osseux, donc comparativement au groupe contrôle, où il y a eu 25% à peu près de résorption volumétrique par rapport à 3% de résorption volumétrique sur les sites tests. Néanmoins, sur ces groupes tests, il y a eu une disparition partielle donc, de cette table vestibulaire et une résorption dans le sens vertical. C'est-à-dire que le comblement ne va pas contrôler totalement cette résorption post-extractionnelle. Alors la vraie question aussi que l'on se pose et qui revient souvent, est-ce que la pose de l'implant va empêcher cette résorption? Aujourd'hui c'est clair et donc il n'y a pas de, je dirais, la pose d'implant ne va changer en rien cette résorption post-extractionnelle et cette résorption va dépendre aussi entre autres du phénotype, du biotype donc au niveau donc, de la dent et cette résorption peut être plus ou moins importante. Alors, cette étude sur l'animal aussi a montré que quand on crée un gap par un positionnement plus lingual, plus palatin de notre implant et que l'on comble avec un matériau peu résorbable, on va aussi mieux contrôler cette résorption post-extractionnelle. On voit sur ces coupes histologiques le groupe contrôle où cette table vestibulaire s'est résorbée d'une façon assez significative dans le sens donc, de la hauteur et de l'épaisseur. Par contre, dans le groupe contrôle, où il y a eu ce comblement, on voit une meilleure préservation de cette table vestibulaire. Donc attention, ici, nous sommes en présence d'une étude animale et donc il faut être très vigilant quant à l'extrapolation par rapport à l'homme. Un autre élément qui va rentrer en jeu aussi, la greffe conjonctive. Dans le secteur antérieur, est-ce que l'association d'une greffe conjonctive va impacter le résultat esthétique? Quel est le rôle de cette greffe conjonctive? Eh bien, nous avons mené une étude avec Franck Bonnet sur l'association de la greffe conjonctive aux extractions implantations immédiates et nous avons suivi 39 patients, 39 implants et nous avons réalisé donc des photographies avant et à au moins 1 an après la pose de la prothèse définitive et nous avons évalué le PES, le Pink Aesthetic Score, avant et après, avec une moyenne de 4 ans, entre 1 et 8 ans de suivi sur ces 39 patients. 100% de taux de survie, et sans rentrer dans le détail, nous avons pu montrer qu'en associant hydroxyapatite bovine lors de l'extraction implantation immédiate et la greffe conjonctive, on a amélioré, voire stabilisé donc, le Pink Aesthetic Score. Donc, il n'y a jamais eu, si vous voulez, de récession, par exemple, ou de dégradation par rapport à la situation initiale. Alors, classification, oui. Pourquoi faire des classifications? C'est vrai que ça peut paraître un petit peu barbant, mais on considère que c'est important pour pouvoir faire un diagnostic. Je pense que nous avons le devoir de faire un diagnostic quand on traite un patient. Ça va nous permettre de poser l'indication du traitement le plus approprié. On va pouvoir évaluer l'efficacité du traitement par rapport à la classe dans laquelle que nous avons considérée pour la situation donnée. Et enfin, on va pouvoir communiquer entre nous et pouvoir donc discuter à propos des cas en les casant, si vous voulez, dans une classe bien spécifique. En ce qui concerne la classification du maxillaire antérieur, depuis de nombreuses années, nous avons considéré, nous avons pris, je dirais, dans notre traitement, la classification sélectionnée, la classification de Kao-Dehaole, qui nous paraît la plus appropriée par rapport aux différentes situations cliniques. Elle va de la classe 2 à la classe 6, en fonction donc de la résorption horizontale jusqu'à la résorption horizontale et verticale sur la classe 6. Et on va voir au fur et à mesure de notre présentation les différentes situations cliniques qui vont être donc mises en place
dans ces différentes classes que nous venons de voir. Alors, ceci m'amène à vous parler des options thérapeutiques dans le secteur antérieur en fonction donc des différentes classifications. Alors, la première situation, c'est la classe 2, c'est-à-dire une situation de préservation alvéolaire, c'est-à-dire de préservation de la table vestibulaire. Et dans une grande majorité de cas, on va pouvoir extraire et poser l'implant en même temps. Ce forage et la mise en place de l'implant va se faire donc aux dépens de la table palatine. On va aménager, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'étude animale, ce gap de 2 mm minimum avec la table vestibulaire pour pouvoir combler avec un biomatériau et pouvoir aussi ensuite associer une greffe conjonctive enfuie en vue le plus souvent d'une temporisation immédiate, d'une mise en esthétique immédiate. Souvent aussi, ces provisoires vont être transvissés. Voilà la situation clinique ici de cette classe 2, c'est-à-dire une incisive centrale avec donc un traumatisme qu'a subi ce patient. On peut voir ici sur ces coupes scanner la perte de substance dentaire. Cette couronne a été donc recollée provisoirement pour dépanner le patient, mais on voit la préservation de cette table vestibulaire qui est extrêmement fine. On va réaliser cette extraction de la façon la plus atraumatique possible, placer notre implant du côté palatin, combler avec le biomatériau, réaliser par tunnelisation sans jamais décoller nos papilles et placer notre greffe conjonctive dans ce tunnel. Et ce conjonctif avait été prélevé au niveau du palais à l'époque. Voilà la provisoire qui a été réalisée le même jour et la cicatrisation 11 jours plus tard. Donc le patient à aucun moment n'est resté sans dents et bien évidemment avec une dent fixe en sous-occlusion statique et dynamique. La cicatrisation au bout de quelques mois, on peut noter ici la préservation de ce volume dans le sens horizontal, mais aussi la préservation donc, dans le sens vertical du niveau du collet et aussi la préservation de ces papilles grâce à la mise en esthétique immédiate. Et voilà le résultat final ici, donc une restauration définitive transvissée qui a permis donc de redonner le sourire à notre patient. Et voilà la radiographie de contrôle avec un suivi à 8 ans et une stabilité du niveau osseux autour de cet implant. On va voir ensemble une vidéo concernant donc un cas clinique qui a été réalisé après extraction, donc mise en place de notre implant à l'aide de la chirurgie guidée, full guided. On avait dans ce cas perdu une grosse partie de notre table vestibulaire. Donc, on a appliqué la technique de Rosa qui consistait à un prélèvement osseux tubérositaire qui a permis de combler ce gap vestibulaire et on a associé une greffe conjonctive pour aussi venir améliorer l'environnement muqueux autour de notre future restauration. La provisoire ici et la dent définitive a été réalisée par notre ami Pascal Ziman. Voilà une vue donc en péropératoire et la provisoire immédiate qui a été réalisée juste après la pose de l'implant et on voit au centre la prothèse d'usage après quelques mois de cicatrisation. Je ne passerai pas les extractions implantation immédiate sans parler rapidement de la socket chip technique, une approche qui permet donc de préserver différemment ce galbé, ce volume osseux, en gardant un bout de racine en fait, et qui va ainsi permettre d'éviter la résorption de l'os fasciculaire. Voilà le cas de cette patiente qui se présente avec un sourire gingival, une fracture sur une dent. Voilà des coupes scanner qui montrent la préservation de la table vestibulaire. Donc, on va extraire une partie de la dent. On va préserver, comme on le voit ici, une partie de la racine. On va placer notre implant comme on le fait habituellement. On connecte notre composant provisoire. Le praticien traitant va réaliser sa provisoire immédiate. Et après quelques mois de cicatrisation, on peut noter la préservation de ce volume vestibulaire, la préservation de ce galbé. Et on va ensuite transmettre
au laboratoire le profil d'émergence, comme on le voit ici, de façon individualisée, qui va réaliser la couronne d'usage. Et ici, c'est après quelques années donc, de mise en fonction, de fonction, on peut voir l'intégration de cette restauration par rapport aux dents voisines. Et là aussi, après 5 ans, on peut noter la stabilité du niveau osseux, une prothèse réalisée par notre ami Richard Massilly et Jean-Marc Etienne au niveau du laboratoire. Alors, quelques mots pour terminer concernant cette préservation lamellaire de cette technique du socket shield à travers une étude que j'ai publiée avec mon ami Thierry Degors dans la revue Titane qui est sortie en début d'année, que je vous invite à lire. Donc, on a suivi avec Thierry 23 patients, 23 implants, et là aussi, on a fait la même chose qu'avec la précédente étude, c'est-à-dire on a pris des photos avant et après, et on a évalué le Peak Aesthetic Score avec un minimum d'1 an de recul sur tous les cas, et là aussi, 100% de taux de survie, avec une amélioration, voire une stabilité du PES, avec 2 complications qui ont été gérées sur ces cas qui ont été suivis et que nous avons publiés récemment. L'autre situation, la classe 4, c'est-à-dire ici on a un site cicatrisé avec une faible résorption osseuse, une résorption dans le sens horizontal, qui peut éventuellement nous éviter de faire un rajout muqueux osseux, mais comme nous sommes dans le secteur esthétique, on va soit associer une ROG, soit associer une greffe conjonctive en flux. Le cas de cette patiente qui se présente à nous pour donc pour remplacer cette once, c'était un bridge collé qui se décollait fréquemment, et donc décision de la patiente de venir se faire traiter pour donc remplacer cette dent par une restauration implantoportée. Voilà, de plus près, on voit déjà cette concavité, donc dans le sens horizontal. Les examens radiographiques montrent un volume osseux correct, mais on sait que cet affaissement doit être corrigé si on souhaite une restauration en harmonie avec les dents adjacentes. On pose l'implant, on associe une ROG à l'aide d'une membrane en PTFE qui va donner ce galbé, qui va redonner ce volume osseux perdu dans le sens horizontal essentiellement. Et on va associer aussi une greffe conjonctive dans un deuxième temps. On va préparer le profil d'émergence grâce à la couronne provisoire. Et ensuite, on va passer à la phase définitive. On a 10 ans de recul sur cette patiente, sur laquelle donc, on a une très bonne stabilité du niveau décollé, notamment par rapport aux dents adjacentes. On va monter un petit peu en difficulté ici. On va passer à la classe 5, que nous avons scindée en classe 5A et B. La classe 5A, c'est-à-dire on a une crête comprise en 3 et 5 mm, qui nous permet de placer l'implant et de réaliser la ROG en même temps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir placer l'implant dans idéal, optimal, avec une stabilité primaire suffisante à réaliser une régénération osseuse guidée. Le cas clinique, donc, qui concerne cette classe 5A, c'est une incisive latérale qui présente une racine complètement résorbée, comme on peut le voir sur cette radiographie. Donc, cette dent a été maintenue grâce à l'arc de contention suite au traitement orthodontique. Voilà des coupes scanners, des coupes du cone beam qui montrent donc une résorption importante au niveau donc à peu près de la moitié de la crête et qui va sans doute nécessiter une régénération osseuse lors de la mise en place de l'implant. Au niveau cervical, on voit une crête qui est plutôt correcte, mais la résorption elle est un peu plus haute que la partie cervicale. On va voir quelques petites vidéos qui vont nous permettre de visualiser l'approche que nous avons eue pour pouvoir traiter ce cas de classe 5A. La pose de l'implant après une planification à l'aide d'un guide full guided qui permet donc de réaliser et le forage et la mise en place de l'implant. Donc bien évidemment, les incisions, les décollements se font de la façon, je dirais, la plus propre possible pour préserver notre périose. Une fois que notre implant est placé, on peut voir ici l'importance de cette fenestration
qui va nécessiter un recouvrement, bien évidemment. On prélève un petit peu d'os autogène, on fixe une membrane résorbable à l'aide de clous. On va mélanger cet os autogène qu'on prélève aussi à l'aide d'une pince rouge à double articulation, que l'on va mélanger avec notre biomatériau. Une fois la membrane fixée, on va donc combler l'espace avec ce mélange et ensuite refermer sans tension, bien évidemment, pour éviter toute ouverture de la plaie pendant la phase de cicatrisation. Donc, c'est une étape extrêmement importante. Voilà donc la situation péropératoire avec donc un petit peu la sausage technique décrite par Urban, la réentrée et l'association d'une greffe conjonctive. Aujourd'hui, la greffe conjonctive, comme on va le voir dans d'autres cas cliniques, sera enfouie et non pas associée à une vraie mise en fonction. On va pouvoir décrire ça un peu plus tard lors de cette présentation, avant et après, et la restauration définitive avec donc la radiographie de contrôle qui montre la stabilité osseuse et la restauration donc en harmonie avec les dents adjacentes. Une autre situation de classe 5A, cette fois-ci avec, on va le voir, une résorption horizontale, mais une résorption du côté palatin. Donc, les choses sont un peu plus compliquées. Voilà la situation initiale. Les coupes coronales du condyle montrent cette résorption donc, palatine. Et la résorption n'est pas toujours dans le sens vestibulaire. Et donc, ici, la mise en place d'une membrane résorbable risque de poser problème à cause donc de la pression des tissus mous qui risque donc de nous empêcher d'obtenir cette régénération que l'on souhaite. Alors, à travers ces quelques extraits vidéo, on va aussi pouvoir suivre les différentes étapes chirurgicales pour donc gérer ce cas avec une résorption horizontale du côté palatin. Les incisions, le décollement, la mise en place de l'implant grâce donc, à un guide numérique et enfin la mise en place de l'implant, comme on va le voir ici, qui va donc se placer avec une bonne stabilité primaire, avec un axe optimal, mais avec un défaut palatin. On va préparer ce cas bien précis l'os au niveau de la zone ramique et associer une grille en titane pour assurer un support à notre biomatériau du côté palatin. Le prélèvement se fait avec donc une tréfine et avec un trépan on va broyer ces carottes osseuses que l'on va mélanger à notre biomatériau et après avoir fixé notre grille en titane du côté palatin, on va pouvoir ainsi placer dans cet espace que l'on voit ici à droite notre mélange. Le comblement donc se fait du côté palatin essentiellement. On recouvre l'ensemble par une membrane résorbable. On va libérer notre lambeau par une incision périostée qui va être donc écartée grâce au ciseau de Meisenboom. Et enfin, on va recouvrir notre augmentation par des sutures matelassier et discontinues. Voilà le résultat déjà radiographique de cette augmentation osseuse horizontale du côté palatin qu'on peut voir ici avant et après. Et la réentrée, le moment donc de la dépose de la grille en titane, l'association d'une greffe conjonctive, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va venir sur la crête osseuse et on va enfuir notre implant. Et au bout de 2 mois, on va ainsi réaliser un petit tissue punch pour connecter notre implant à la cavité buccale, réalisation d'une couronne provisoire pour préparer le profil d'émergence et la restauration définitive quelques mois plus tard réalisée par notre amie Géraldine Simalilti, que l'on peut voir de face, où on peut aussi, je pense, apprécier l'harmonie de cette restauration, que ce soit au niveau du blanc comme au niveau du rose par rapport aux dents adjacentes. La résorption ici est encore plus importante, c'est-à-dire que nous avons une crête qui fait moins de 3 mm et qui nous empêche de placer notre implant. C'est-à-dire qu'il va falloir augmenter dans un premier temps et placer nos implants ou notre implant dans un second temps.
Voilà la situation clinique de ce patient qui se présente après donc, un traumatisme où il a perdu ses deux incisives, centrales et latérales. Et donc, on voit ici l'affaissement tissulaire qui est confirmé aussi sur les coupes 3D, sur ces coupes coronales, où on voit l'extrême finesse de cette crête. Et donc, cette résorption, comme on le voit ici, dans le sens du côté vestibulaire, mais aussi du côté palatin. Et je pense que l'on peut tous convenir ici qu'il n'est pas possible de placer l'implant sans une augmentation préalable, chose que nous avons faite. Voilà donc la situation en opératoire, où on peut regarder, on peut évaluer la finesse de la crête, la proximité du trou palatin, qui va être aussi préparé, fixation d'une membrane en PTFE, armée titane, mise en place du biomatériau, donc il n'y a pas eu d'os autogène ici, recouvrement par une membrane résorbable, fermeture de la plaie sans tension. Et voilà donc notre scanner de contrôle à quelques mois, ou que l'on peut comparer par rapport à la situation initiale, et la réentrée qui nous a permis ainsi de placer un seul implant pour remplacer ces deux dents. Donc c'est aujourd'hui, je dirais, la règle. On associe une greffe conjonctive enfouie, on va refermer l'ensemble et 2 mois plus tard, on réalise notre tissue punch, on pose un bridge provisoire pour préparer le profil d'émergence autour de l'implant, mais aussi le profil d'émergence du site édenté au niveau de l'extension, bien évidemment. Et voilà donc la restauration définitive réalisée par Richard Massy et le laboratoire Oral Art. Et le sourire de notre patient. On arrive enfin à la dernière situation, c'est-à-dire la classe 6, c'est-à-dire ici, nous sommes en présence d'une résorption horizontale et verticale. Et la plupart du temps ici, il va falloir augmenter dans un premier temps et poser des implants dans un second temps. Voilà cette situation clinique qui va illustrer donc une augmentation 3D préalable à la pose de l'implant. Voilà notre patiente, un sourire qui découvre très largement, une restauration implantaire qui n'a pas atteint ses objectifs, on peut dire ça, et donc le challenge ici était important. Il était important à double titre. Le premier, parce qu'il va falloir donc augmenter tout ce volume ici, osseux et muqueux, mais un challenge aussi parce qu'on a perdu donc une partie du parodonte sur les dents adjacentes et on sait qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement prédictible. Voilà donc notre patiente qui ne perd pas le moral, qui garde le sourire. La panoramique qu'elle nous a présentée dans un premier temps et nous avons décidé dans ce cas précis de déposer l'implant pour pouvoir reconstruire correctement. Donc, dépose de l'implant de la façon la plus atraumatique possible et réalisation d'un bouchon gingival épithélo-conjonctif prélevé au niveau de la tubérosité. Voilà la cicatrisation au bout de 2 semaines. Donc, on a déjà amélioré d'une façon significative grâce à ce greffon épithélo-conjonctif l'environnement muqueux. Et dans un deuxième temps, 2 mois plus tard, on va intervenir pour régénérer le volume osseux et peut-être tenter une régénération parodontale. Voilà ici la situation en péropératoire. On voit la perte de l'os interproximal, en particulier au niveau de la canine et un petit peu aussi au niveau de l'incisif central. Donc on associe dans cette situation bien précise l'emdogain à notre augmentation osseuse, une grille en titane, un mélange d'os autogène prélevé apicalement avec une xénogreffe d'origine bovine pour venir combler ce défaut et couvrir l'ensemble par notre grille en titane dans cet espace qui est relativement réduit et donc délicat au niveau de l'augmentation, en particulier par rapport à la perte parodontale. Recouvrement de cette grille par une membrane résorbable, fermeture du site après avoir libéré les lambeaux, le contrôle post-opératoire et la réentrée au bout de 6 mois. On va déposer la grille et là aussi, on va associer d'une façon quasi systématique un greffon conjonctif qui va venir donc à cheval sur la crête après avoir posé notre implant.
on va enfouir l'ensemble pendant 2 à 3 mois. Et au bout de 3 mois, on va réaliser notre tissue punch et connecter rapidement une provisoire. Et on voit déjà l'amélioration ici par rapport à la situation initiale. Donc, recouvrement de ce défaut osseux. Et on voit aussi que sur les dents adjacentes, il y a une certaine amélioration. Et je vous invite ici à évaluer cette rétroalvéolaire après l'augmentation par rapport à la situation initiale. On voit la perte parodontale et la régénération que l'on voit ici à travers donc je dirais un granulé qui est différent par rapport à l'os natif. Et c'est probablement la régénération qui a été faite, mais on ne sait pas très bien quelle est la nature ici de la tâche entre l'os et la racine. En tout état de cause, on a quelque chose qui est stable à 18 mois, avec une restauration qui est plutôt harmonieuse par rapport aux dents adjacentes, avec une probable régénération parodontale due peut-être à l'association de ces différents éléments que nous avons introduits lors de notre intervention. D'autres situations aussi et d'autres types d'augmentation, d'autres types de grilles, donc des grilles CFAO qui peuvent nous aider aussi à réaliser des augmentations plus ou moins importantes. Ici, on reste sur un édentement unitaire avec une grille en titane qui a été fabriquée après avoir validé un dessin proposé par le fabricant à qui on peut donner nos instructions. Ça, c'est un autre cas que vous voyez à droite sur un édentement un peu plus important. Ici, ce sont des vues opératoires. On voit le défaut vertical et horizontal qui a été augmenté grâce à l'association de cette grille d'un mélange de sautogène et d'une xénogreffe. Voilà la réentrée au bout de 8 mois, la pose de l'implant, l'association d'une greffe conjonctive à cheval, ensuite le tissue punch et la réalisation de la prothèse d'usage ici, travail réalisé au laboratoire par notre ami Julien Montenero avec une stabilité de l'os proximal. Alors, quelques mots rapidement sur les grilles en titane avec le taux de survie associé, sans rentrer trop dans les détails. Donc, j'ai voulu vous montrer quelques publications, notamment 3 ici qui en parlent et qui évaluent les taux d'échec, les taux de succès, les complications, les taux de survie, etc. Et on voit ici sur ce tableau quelques chiffres intéressants. Donc, ce sont 3 études, en fait, des méta-analyses ou des études qui ont regroupé plusieurs études sur le sujet. Et on voit que le succès de régénération, que le taux de succès et de survie est tout à fait dans les normes et que les augmentations verticales et horizontales sont tout à fait intéressantes par rapport à ce que l'on obtient par d'autres moyens, avec un taux de complication qui existe. On n'a pas, c'est comme toute autre technique, on est dans l'ordre de 15% par rapport à, en termes de taux de complication. On pourra éventuellement dans les questions-réponses en parler d'une façon un peu plus détaillée. On va finir en fait sur un autre type, je dirais, une autre façon de restaurer nos prothèses implantaires dans le secteur antérieur et notamment à travers les fausses gencives. Les fausses gencives font partie, je dirais, des moyens que nous avons à notre disposition pour redonner le sourire, pour redonner aussi, pour réaliser des réhabilitations sur implant d'une façon tout à fait aussi agréable et esthétique pour nos patients, en particulier quand il s'agit d'édentés complets. Pour ce qui concerne les édentés partiels, c'est vrai que ces fausses gencives, à mon sens, n'apportent pas la réponse et elles apportent rarement, je dirais, un résultat satisfaisant. Regardons cette patiente que nous avons traitée il y a plusieurs années pour juste vous montrer le suivi et aussi ce type de restauration. Donc ici, il a fallu extraire la majorité de ces dents pour des raisons endodontiques, prothétiques. On voit sur ces coupes scanners sur plusieurs dents la perte des tables vestibulaires. Et donc, on avait le choix entre reconstruire l'os ou bien peut-être
écrêter. C'est ce que nous avons fait ici pour faciliter le travail, donc après avoir discuté avec la patiente. Donc, extraction des dents, on va écrêter, on va combler et on va donc poser une prothèse amovible temporairement, le temps que ça cicatrise, le temps de faire notre planification et le temps de pouvoir poser les implants dans de bonnes conditions grâce à la chirurgie guidée. C'est aussi pour vous montrer que la chirurgie guidée, ce n'est pas quelque chose de nouveau, donc, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a introduit d'une façon beaucoup plus intense dans notre exercice et ce cas a été fait il y a 14 ans aujourd'hui. Donc, mise en place de nos implants en méthode flapless, mise en place du bridge provisoire qui a été réalisé préalablement, et voilà la cicatrisation au bout de quelques mois avant de passer à la phase définitive. Ça, c'est la radiographie de contrôle avec le bridge provisoire qui a été transvissé directement sur les implants. Puis ensuite, on est passé à la prothèse d'usage, une prothèse en zircone. C'était les premiers bridges zircone, donc on n'avait pas de bridge complet, donc il a dû être fait en deux parties. Et donc à l'époque, c'était notre ami Théodore Abilama qui l'avait fait avec Jean-Marc Etienne, laboratoire Serralor. Et c'est un travail donc avec une fausse gencive que l'on peut voir ici, et on peut aussi apprécier l'émergence de nos implants ici par rapport pour pouvoir réaliser une prothèse transvissée directement sur nos implants. Voilà le contrôle ici après la pose de la prothèse, et je vous montre ce suivi à 14 ans où on peut voir de petites récessions que la patiente ne montre pas grâce à son sourire, mais c'est un petit peu l'évolution, je dirais, naturelle des choses, puisque la patiente a pu garder donc un sourire, je pense, agréable, malgré ces petites récessions, malgré les années. Et on peut voir ici un suivi à 14 ans, et nous avons pu obtenir un bilan Longcombe, des rétroalvéolaires, qui nous ont permis donc d'évaluer la stabilité du niveau osseux autour de ces implants qui ont été posés donc grâce aussi à la chirurgie guidée. Quelques mots pour conclure je dirais, ce défi esthétique dans le secteur antérieur grâce à donc nos restaurations implantoportées. Donc on a vu ensemble la gestion de plusieurs types de situations avec des résorptions plus ou moins importantes, avec des extractions, implantations immédiates. Beaucoup de choses sont possibles, mais il y a bien évidemment des conditions importantes, incontournables, pour pouvoir, donc, je dirais, arriver à nos objectifs et satisfaire nos patients. La première condition, c'est la littérature. Donc, on est branché en permanence grâce à notre study group, grâce au study group d'IFSIA, avec la littérature, avec tout ce qui se passe, pour pouvoir donc s'en inspirer et améliorer et faire évoluer nos différentes approches. La sélection du patient est un élément incontournable dans, je dirais, ce succès, pour pouvoir donc choisir l'option thérapeutique la plus appropriée, pour pouvoir choisir l'aménagement osseux, l'aménagement muqueux le plus adéquat, pour pouvoir donc là aussi obtenir les résultats escomptés. Et enfin, on est censé apprendre ces différentes techniques, on est censé les faire évoluer et les appliquer de la façon la plus rigoureuse possible. Voilà, donc cette présentation se termine ici et je ne sais pas s'il y a des questions et on espère vous voir lors de nos formations au sein d'IFSIA et peut-être aussi à travers le e-learning que nous annonçons aujourd'hui et qui sera mis en place dans les prochains mois. Voilà, donc je vois deux questions ici. Comment déposer la grille en titane lorsqu'elle est recouverte par de l'os? En général, elle n'est pas recouverte par de l'os. Ça peut arriver. Souvent, elle l'est au niveau apical.
Donc, si vous avez la grille en titane qui est vraiment enfouie dans l'os, vous pouvez garder une partie du moment qu'elle est loin, je dirais, de la crête. Mais le plus souvent, on arrive à la disséquer. C'est vrai que c'est un geste qui n'est pas toujours facile, on s'y habitue. Mais voilà, elle se détache un peu moins facilement qu'une membrane résorbable. Mais une fois que vous avez déposé des clous qui l'ont fixé, il suffit donc de tirer dessus. On utilise des fois une mini curette de Grasset ou bien une lame pour permettre de détacher la grille du tissu sous-jacent. Souvent, on a une petite couche, une petite pellicule de tissu mou, comme après les régénérations avec les membranes non résorbables, qui est très fine et qu'on laisse en place. Donc, il ne faut bien évidemment pas tirer trop fort, il faut donc le faire graduellement en la disséquant si nécessaire. Donc, c'était une question de Nassim Selmani. Une autre question de Elsa Solal. Alors, qu'utilisez-vous comme broyeur d'os pour le prélèvement ramique? Lors de votre formation, j'avais cru voir un moulin, mais je ne trouve pas la référence pour le commander. Alors, je n'utilise pas de moulin, j'utilise quelque chose de beaucoup plus simple, mais surtout beaucoup plus, je dirais, conservateur. Parce que le moulin, vous perdez beaucoup d'os au moment où vous broyez vos carottes osseuses. Donc, j'utilise un broyeur à os qui, en fait, c'est un genre de grosse cupule avec donc une autre pièce qui vient s'insérer par-dessus. Et avec un maillet, vous allez taper sur cette deuxième pièce qui va le broyer. Donc, il n'y a pas de nom spécifique, c'est tout simplement un broyeur à os que vous pouvez trouver chez IPP Pharma. Alors, il y a une troisième question de Saleh Mohamed. Quelles sont les complications possibles avec les grilles en titane? Alors, les complications, c'est l'exposition de la grille. Donc, c'est ce qu'on peut avoir aussi sur les membranes non résorbables. Donc, la différence avec la membrane résorbable, c'est que les membranes non résorbables, quand il y a une exposition de la grille, elle ne va pas s'infecter. Ce qui veut dire que l'on va pouvoir garder la grille jusqu'à la fin donc, du délai de cicatrisation que nous nous étions mis voilà, comme objectif. C'est-à-dire que si elle s'expose au bout de 3-4 mois, on va pouvoir rester jusqu'à 6 ou 8 mois avant de la déposer. Il faut dire par contre que le patient maintienne différemment, c'est-à-dire on va lui demander d'appliquer de l'élugel dessus et de faire des bains de bouche pendant toute cette période-là. Évidemment, on va perdre un petit peu d'os. Donc, si vous pouvez éviter les expositions, c'est toujours mieux. Donc, dans la zone d'exposition, on peut avoir moins d'os que prévu, mais on ne compromet pas l'ensemble de l'augmentation, à la différence d'une membrane non résorbable qui nous oblige à l'enlever le plus rapidement possible pour éviter l'infection. Donc, on ne donne pas d'antibiotiques aux patients et donc on donne juste voilà, on lui demande de maintenir dessus en réduisant, je dirais, l'accumulation de plaques. Alors, un autre problème peut s'en suivre à cause de cette exposition, c'est le problème muqueux. Donc, il va falloir gérer la muqueuse périimplantaire à cause de cette exposition. Et donc, ça, c'est une autre problématique. Donc, il faut associer, de toute façon, on associe les greffes conjonctives, mais c'est vrai que ça rend, je dirais, ça peut rendre, si cette exposition arrive dans le secteur antérieur, ça peut rendre je dirais, le rendu esthétique un peu plus complexe à obtenir. Une question de Yous Zad. La membrane renforcée en titane est-elle résorbable? Sinon, comment et quand la déposer? Ben non, les membranes renforcées titane ne sont pas résorbables et il faut donc les enlever comme la grille en titane au bout de 6 à 8 mois en fonction du type d'augmentation et en fonction donc du biomatériau que vous avez placé sous la membrane.
Alors, Galaxy S7, malheureusement, il n'y a pas de nom. Quand désépitaliser le greffon? Alors, on désépitalise le greffon quand on doit l'enfuir, bien évidemment. Hein, donc, quand on le met à cheval sur la crête et qu'on enfuit donc ce greffon, il faut le désépitaliser. Alors, je vais dans les questions-réponses. Alors, apparemment, c'est les mêmes. OK. Donc, il y a une question de Roger Matard. Alors, tu privilégies toujours un implant de couronne quand il s'agit d'une paire de deux incisives adjacentes. Quand il s'agit d'une incisive centrale et d'une incisive latérale, oui. Par contre, s'il s'agit de deux incisives centrales, on va placer deux implants parce que nous avons suffisamment d'espace entre les deux implants pour pouvoir placer deux implants. Par contre, quand il s'agit d'une centrale et d'une latérale, on va donc privilégier la mise en place de l'implant au niveau de la centrale et la latérale sera en extension. Au niveau biomécanique, on sait que ça tient suffisamment, à condition de placer un implant standard. Donc, on ne va pas mettre un implant de petit diamètre, évidemment. Et la gestion esthétique sera bien plus simple à faire grâce donc à un aménagement d'un ovette pontique au niveau donc de cet inter de bridge. Vous allez le gérer comme un inter de bridge au niveau des dents naturelles, entre deux dents naturelles ou entre deux implants. Il me semble que les questions sont terminées. Sauf erreur de ma part. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je pense que nous sommes dans les temps, Patricia. Alors, je vois une question peut-être apparaître. Non, oui. Alors, une question, les formations vont reprendre prochainement en présentiel. Les formations, nous les avons reprises. On a repris en septembre nos formations. Donc, on essaie de rattraper celles que nous avons dû annuler à cause du confinement. On a dû malheureusement annuler une session en octobre sur les aménagements muqueux que nous avons reporté au mois de janvier, mais nous maintenons celle de décembre et espérons maintenir toutes celles qui sont programmées pour 2021. Alors, on a une question de notre ami Jonas Obed. En cas d'un défaut vertical important, quelle est ton expérience avec les blocs halogéniques? Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les greffons halogéniques, que ce soit pour les augmentations verticales ou horizontales. J'en ai fait quelques-uns. Certains ont bien marché, d'autres ont bien moins marché. Je ne suis pas très fan. Ça paraît peut-être facile comme ça, surtout avec les greffons en 3D. Ce qui m'ennuie, c'est, je pense, la revascularisation de ces greffons, mais surtout la stabilité de l'os. Donc, j'ai bien peur que ces greffons verticaux, même s'ils fonctionnent bien, je ne suis pas sûr de la stabilité de l'os autour des implants. Parce qu'en finalité, c'est ça qui compte. Ce n'est pas l'augmentation verticale, parce que ça, on peut le faire, c'est relativement facile. Mais ce qui compte, c'est la stabilité de l'os autour de nos implants. C'est une chose que nous n'avions pas avec l'os autogène. Et je ne pense pas qu'on peut les avoir avec les greffons halogéniques. Je pense que c'est ROG avec un mélange d'os autogène avec de l'os d'origine bovine peu résorbable est probablement la meilleure combinaison. Nous utilisons beaucoup aussi les particules d'os halogéniques associées à ces particules d'os xénogéniques. Et là, nous avons des résultats aussi très intéressants. Donc, pour éviter les prélèvements autogènes, je pense que c'est assez prometteur. Mais je pense qu'il faut vraiment des granules et il faut associer, en mon sens, ces greffons xénogéniques pour donner de la matière, pour donner surtout de la stabilité dans le temps. Cette faible résorbabilité de ces particules xénogéniques est pour moi la garantie de la stabilité osseuse, de cette augmentation osseuse, en particulier quand elle est verticale.
Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Alors, un dernier élément, Jonas, en ce qui concerne les greffons allogéniques, statistiquement, et les quelques études, on n'a pas beaucoup d'études malheureusement avec les greffes allogéniques, c'est ça où le bas blesse, mais les quelques études qui existent montrent un taux d'exposition assez important, qui est de plus de 30%. Et je pense que c'est beaucoup. C'est-à-dire un patient sur 3 risque d'avoir une exposition avec ces blocs halogéniques. Je ne sais pas si tu les utilises, mais si tu l'utilises, je pense que tu as dû le constater, comme nous tous d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'on arrive au terme de cette présentation. Alors, il y a peut-être encore une question, on va terminer comme ça dans les temps. La pérennité de la technique Socket Shield. C'est vrai que c'est une technique qui est relativement récente, donc il faut rester très vigilant par rapport à ça, mais on commence à avoir du recul. Marcus Urzeler, qui est à la base de ce concept, a publié récemment une étude avec un recul assez intéressant. Comme je l'ai cité dans ma présentation, donc on a publié avec Thierry Degors un papier dans la revue Titane, où on a donc suivi plus de 20 patients avec une stabilité assez intéressante. Et je pense que les résultats semblent similaires. Mais c'est vrai que c'est une technique très sensible techniquement. Et voilà, donc il faut le faire avec, je pense, beaucoup d'attention. Et voilà. Merci à vous tous, merci pour votre présence et bon Dental Week et portez-vous bien. À bientôt, j'espère. Au revoir.